À 1 heure de Rouen, en pleine campagne normande. Bonsoir monsieur. Je suis le chef du groupe spécialisé anti-cambriolage. Plusieurs cambriolages viennent d'avoir lieu en quelques heures seulement, dans un rayon de 5 km. Un gang de voleurs écume la région. Donc le principe est toujours le même. Ils ont passé 3 tournevis. Le but c'est de lever à minimum la porte pour la faire sortir du logement et après ça s'ouvre. Martine, 68 ans, s'est fait voler de l'argent liquide et des bijoux. Un butin de plusieurs centaines d'euros. La victime est chamboulée. Ses colliers, c'est son mari disparu qui lui avait offert. Ça m'est jamais arrivé, non. Puis là maintenant je suis veuve, alors je suis toute seule, maintenant je suis paniquée. Malgré l'état de choc de Martine, Pascal, l'enquêteur, a besoin d'elle pour retracer le parcours des cambrioleurs. J'ai juste une petite question. La boîte en porcelaine qui est sur le lit, elle était où? Enfin, ils étaient sur l'étagère, voilà, c'est ça. Ah, sur l'étagère là-haut. Oui, ça c'est... Il y a encore quelques années, l'enquête aurait reposé en grande partie sur le témoignage de Martine. Aujourd'hui, tous les gendarmes sont formés aux nouvelles techniques scientifiques. Par exemple, là tu vois un avant de chaussure. Chaque meuble touché par les cambrioleurs est passé au crible. Les relevés d'empreintes et d'ADN sont systématiques. Là je regarde un peu les supports sur lesquels on va pouvoir travailler. Et on regarde vraiment les supports qui sont faciles pour l'application de la poudre. Parce que les textures comme le bois, c'est relativement plus compliqué parce que la poudre a tendance à se mettre dans les rainures du bois et ça ressort aucune trace. Que là on a des parties vraiment très très lisses, comme le pot, on sait qu'il a été manipulé, donc celui-là il va falloir qu'on fasse une recherche de traces papillaires dessus. Des traces papillaires, c'est-à-dire des empreintes digitales. Pascal va aussi relever des traces de semelles. L'empreinte digitale ou l'empreinte ADN, c'est une preuve matérielle quasi irréfutable. Un doigt à mise en cause, on retrouve son doigt ici, il était là. On peut fermer les volets là. Là je peux les fermer là. Traumatisée, Martine craint que les cambrioleurs reviennent. Et non mais t'es quand même en sécurité, c'est fermé. Ah oui. Ah oui, c'est fermé là. Les voisins de Martine tentent de la réconforter. Presque tous ont déjà été cambriolés. Deux maisons. Et puis il y a à côté aussi. Bon, la prochaine c'est mort. Je vais dire que si je... Allez, au revoir monsieur, dame. Pour remonter la piste de ce gang de cambrioleurs, Pascal a une priorité. Exploiter toutes les empreintes qu'il a relevées. Les preuves scientifiques sont devenues indispensables aux enquêteurs. À 40 km au nord de Paris, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, l'IRCGN. 250 scientifiques qui traquent chaque indice, même microscopique, sur les affaires les plus sensibles de l'Hexagone. Il y a des gens qui ont dû sortir de leur voiture précipitamment, qui ont dû paniquer, je suppose, et qui se sont fait percuter par d'autres véhicules. Lors d'un des incidents de la route le plus meurtrier de 2016, en Vendée, les experts vont jouer un rôle crucial pour comprendre le déroulement du drame. C'est tous ces détails et leur exploitation qui vont permettre de reconstruire le puzzle. Dans ces enquêtes, la moindre preuve peut tout faire basculer. Ah oui, les petits ronds? Ouais. Ça, c'est les empreintes qu'on vous a relevées. Et c'est unique. Ces empreintes digitales vont permettre de démanteler un gang de cambrioleurs qui sévit dans l'ouest de la France. 3 bracelets en or, 2 cm de large tressés. Et de faire avouer les suspects. On fout le bordel partout, on prend ce qu'on veut et après on se barre. On n'hésite pas, il y a quelqu'un, on lui rentre dedans. Les experts de la gendarmerie sont aussi au cœur d'affaires hors du commun. Comme le crash de la 320 de la compagnie égyptaire. 66 victimes, dont 15 Français. Si on ne se donne pas les moyens de pouvoir identifier ces victimes-là, rien ne pourra être restitué aux familles, elles ne pourront pas faire leur deuil. Grâce à une autorisation exclusive, pendant 1 an, nous avons filmé sur le terrain et dans les laboratoires les meilleurs enquêteurs de la gendarmerie. En Haute-Normandie, dans l'Eure, à la gendarmerie de Pont-Audemer. Ça a été où exactement? C'est comme j'étais sur Brian. Pascal et son chef Laurent sont toujours sur la trace des cambrioleurs qui sévissent dans la région.
Là, on a pris un ici, le deuxième là. Ouais. Après, on a un ici. Ouais. Donc, c'est vraiment le long de l'axe 130. Les voleurs ne frappent pas au hasard. C'est qu'on est proche de la région parisienne et qu'on a des grands axes, soit autoroutiers, soit routiers. Donc on a plusieurs autoroutes. On a l'autoroute A13 qui est connue pour faire Paris-Deauville. En rouge, les zones les plus cambriolées. Toutes correspondent à des sorties d'autoroute. A13, sortie A13. Selon Laurent, si les malfrats choisissent leur cible le long de l'A13, c'est afin d'avoir plusieurs itinéraires possibles pour s'échapper. Et surtout, il s'agit d'une zone qui abrite de nombreuses villas, souvent des résidences secondaires inhabitées, parfois très isolées. Les suspects auraient commis plusieurs dizaines de cambriolages dans la région et volé plusieurs centaines d'objets. Les dépôts de plaintes de victimes sont quotidiens. Là, en ce moment, depuis jeudi dernier, on en prend entre 5 et 10 par jour. On a l'impression des fois qu'on ne s'en sort pas, puisque ça tape d'un côté, pendant qu'on travaille sur un côté, ça va taper de l'autre. L'Eure est un des départements français les plus touchés par les cambriolages. Pour endiguer le phénomène, la gendarmerie a créé le GELAC, une unité spéciale de 5 gendarmes dirigée par Laurent. Ces 6 derniers mois, ils ont élucidé 115 cambriolages et retrouvé de nombreux biens volés. Pour arrêter la nouvelle équipe de cambrioleurs, Laurent compte sur les empreintes relevées par ses hommes. Bonne nouvelle. Bon, 4e fois qu'il est identifié par ses empreintes. Le même que les 3 dernières. C'est le même, voilà, il y en a qu'un qui match à chaque fois là. Toujours le même, donc on arrive à l'accrocher maintenant sur. Ça fait 4 faits pour lesquels on l'accroche via ses empreintes. Toutes les empreintes digitales de personnes déjà condamnées sont stockées dans un fichier central, le FAED. Grâce aux empreintes trouvées sur plusieurs cambriolages, un individu a été identifié. Il serait une des têtes du réseau. Pas de soucis, merci. Il a déjà fait plusieurs mois de prison pour cambriolage. Les enquêteurs n'ont par contre pas d'adresse pour le suspect. Mais Laurent connaît les habitudes de ce type de cambrioleurs. Ils revendent souvent une partie de leur butin à des magasins spécialisés dans les produits de seconde main. Vous venez souvent ici, Laurent ? 3-4 fois par mois, environ. On pense qu'il y a du matériel qui a été écoulé ici, donc on va faire le nécessaire. Pour vendre un objet, il suffit de donner sa carte d'identité. Aucune facture n'est demandée. À partir du moment où on a la pièce d'identité et la personne en face, c'est vrai que c'est pas évident de savoir si vraiment l'objet est à lui ou pas. Coup de chance pour Laurent et ses enquêteurs, le suspect et certains de ses proches sont bien passés par ce magasin. Et là, donc en gros, pour 4, 5, 6, 7, 8, 9 objets, ils ont récupéré 475 €. Tous les objets ont déjà été revendus. Merci, bon courage pour la suite. Au revoir. Mais Laurent et ses hommes ne repartent pas bredouille. Les suspects ont laissé au magasin leurs 2 dernières adresses. Les enquêteurs ont maintenant une idée précise des déplacements des cambrioleurs présumés. On a fait un premier rapprochement d'une série de faits, donc là on voit bien leur domicile en D1, et donc tous les points jaunes, c'est la première jonction de faits qu'on fait, et on voit que ça se concentre vraiment autour de la commune de Fresnes-Cauverville. Donc après ils ont déménagé, ils sont venus arriver au D2, domicile numéro 2, sur Cormeilles, et là on voit que le phénomène de cambriolage s'est déplacé sur le secteur de Cormeilles. Dans le jargon des gendarmes, il s'agit de cambrioleurs locaux. Leur marque de fabrique, dévaliser leurs voisins. Ils vont jusqu'à aller faire des cambriolages à pied, quoi. Ils vont cambrioler les voisins, quoi. Après avoir écumé un village, ils déménagent comme si de rien n'était. Cela paraît invraisemblable, mais qui irait suspecter son voisin de l'avoir cambriolé? Voilà. Donc là, c'est le domicile qu'ils occupaient avant de partir sur Cormeilles, avec le garage. En 3 mois, les malfrats ont dérobé plus de 200 objets, pour un préjudice estimé à 35 000 €.
Les gendarmes veulent les interpeller au plus vite. Nous, on va se mettre ici avec ton collègue et Raph. Mais ils doivent d'abord confirmer leur nouvelle adresse. François, tu te mettras en place ici, là, de façon à avoir des vues sur l'ensemble de l'arrière de cette rangée de bâtiments. Et nous, on va se poster ici, là. Les individus peuvent être armés. Pour le repérage, les enquêteurs prennent toutes les précautions. François appartient à une unité d'élite de la gendarmerie spécialisée dans le camouflage et plus habituée à la lutte antiterroriste. Couleur de peau, ça se voit assez loin. C'est pour ça que je porte des gants aussi. On voit pas mon visage. Donc en fait, j'essaie d'utiliser les couleurs naturelles, comme le beige, le vert. Du coup, je pense qu'ici, on est pas mal pour observer. Momo de François pour SR Radio. François est juste en face du domicile des voleurs présumés. De l'autre côté, Pascal et un autre enquêteur se positionnent dans un café. Le logement est cerné. La voiture rouge, là, on la surveille parce qu'elle a été vue sur plusieurs de nos cambriolages. La victime signale 2 individus qui sont repartis à bord d'un petit véhicule rouge. Et il donne des détails comme quoi un rétroviseur serait cassé et un feu arrière serait cassé également. Les gendarmes semblent à la bonne adresse. Pascal et son collègue partent à la recherche de preuves supplémentaires. Là, faut faire attention parce qu'il y a du feu. Après, on sait que souvent ils font des feux et ils brûlent. Éventuellement des choses qui viennent des cambrios, qui les intéressent pas, pour éviter qu'on les retrouve. Donc j'ai bien un visu sur la façade alpha là. Donc là pour l'instant, pas d'activité. Pas d'activité, il n'y a pas de lumière dans les pièces. Ok. Les indices concordent. Les gendarmes doivent s'assurer que les cambrioleurs habitent encore ici. Tiens, attends, ça sort. Et 2 nénettes. Momo de François. Il y a les deux filles qui sortent depuis la porte d'entrée, depuis la cour, en façade alpha. Elles arrivent sur ta position. Ces 2 femmes ne sont pas des inconnus pour les enquêteurs. Il s'agit des compagnes des cambrioleurs présumés. Ils habitent donc bien ici. On va passer le Porsche. Je retire mon oreillette, donc je ne serai pas joignable le temps de la reco. C'est bien pris? Déguisés en techniciens de maintenance, Pascal et son collègue se rapprochent de l'appartement pour préparer au mieux l'interpellation. Ils prennent les dimensions de porte, si le mur est solide. Si on installe le vérin hydraulique, en fait, il faut que tout l'entourage de la porte soit solide. Sinon, en fait, c'est l'entourage qui casse et pas la porte. À l'intérieur du domicile, chien type staff, la target masculine non aperçue. Pour le moment, aucune trace des 2 hommes recherchés. Mais quelques minutes plus tard, il y a du mouvement du côté de François, caché dans la forêt. Putain, c'est une silhouette de mec, ce serait bien lui. Là, ils sont 2, il y a la fille qui sort. Dans la cour, vêtu vêtements sombres, style ouvrier avec un bonnet sombre. J'arrive pas à voir bien son visage. Il a pris contact avec une des 2 nénettes qui habite au domicile du target. Donc c'est possible que ce soit le target. À la nuit tombée, les gendarmes lèvent la surveillance. L'individu aperçu est bien l'un des 2 hommes qu'ils recherchent. Ils vont pouvoir l'interpeller. Au niveau de la corpulence, ça correspond long, maigre. Voilà, il reste à l'extérieur tout le temps, il fumait sa clope ou alors il bricolait. Il y a de grandes chances que ce soit lui. À l'échelon local, les gendarmes utilisent les techniques scientifiques pour faire avancer leurs enquêtes. Mais ils disposent de moyens exceptionnels quand il s'agit d'affaires d'ampleur internationale. « 18 mai 2016, 23h09. Un Airbus A320 de la compagnie Égyptaire décolle de l'aéroport Charles de Gaulle à destination du Caire. 3h30 plus tard, le vol MS-804 disparaît des radars. Il se serait crashé en mer dans les eaux territoriales égyptiennes.
66 personnes sont portées disparues, dont 15 Français. Moins de 4 heures après l'accident, en région parisienne, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, l'IRCGN, déclenche une cellule de crise. À l'heure actuelle, l'avion vient d'être localisé. Donc on a un avion qui s'est crashé en mer. Donc probablement des victimes qui sont dans l'état qu'on va retrouver, mais en mer. Le colonel Touron est le directeur de l'IRCGN. Identifier les victimes françaises d'un crash aérien fait partie des prérogatives exclusives de l'Institut. Depuis sa création en 1987, ces experts de la gendarmerie ont géré plus de 80 catastrophes. Notamment le crash de la Germanwings dans les Alpes françaises. Les équipes sont prêtes depuis ce matin, puisqu'on a un contrat opérationnel en 2 heures. On a été prêts à partir si nécessaire. Là, dans le cas présent, il faut bien définir la mission et comme ça on envoie bien les gens adaptés. Très vite, la nouvelle de la catastrophe est reprise par les médias du monde entier. L'avion d'Egyptair a disparu lors de son vol entre Paris et Le Caire. Un avion de la compagnie Egyptair s'est donc écrasé en Méditerranée, au large d'une île grecque dans la nuit. Il reliait Paris au Caire avec 66 personnes à bord, dont 15 Français. À côté de l'aéroport Charles de Gaulle, une cellule d'accueil est mise en place pour les familles. La secrétaire d'État à l'aide aux victimes est pour le moment incapable de fournir une explication sur les raisons du crash. Aujourd'hui, je ne pense qu'à la souffrance et à la peine des parents de ces victimes. À l'IRCGN, les experts sont sur le pied de guerre. Les spécialistes en analyse génétique, empreintes digitales, médecine légale et explosifs n'attendent plus que le feu vert de l'Égypte pour partir. Mais la situation diplomatique est tendue. L'expérience qu'on a avec les relations avec l'Égypte, c'est qu'on n'approche pas de leur processus d'identification, l'expérience antérieure. S'ils sont sur leur territoire national et s'ils procèdent de la même manière qu'ils ont procédé pour Sharm el-Sheikh, ils ne demanderont aucune assistance et aucun contact. Le colonel Touron a vu juste. L'Égypte n'accepte pas la présence des gendarmes. En revanche, faute d'équipement pour les recherches en eau profonde, le pays a besoin de l'aide de la marine française. On fera un départ dans l'axe jusqu'à 3000 pieds. Nous allons arriver sur zone et rejoindre un dispositif composé des Américains et des Grecs. Sur ces patrouilleurs de haute mer, la marine embarque des hydrophones, des engins capables de descendre à 5000 mètres de profondeur afin de détecter les boîtes noires. 3 semaines après le crash, l'épave de l'Airbus est localisée à 3000 mètres de fond. Seuls des débris d'avions et des restes de corps sont retrouvés par les enquêteurs égyptiens. Ce sont eux qui dirigent les opérations. L'identification des victimes s'annonce difficile. À l'IRCGN, les gendarmes entament le travail préparatoire à l'identification des personnes disparues. Les experts doivent recueillir l'ADN de leurs proches. Pour provoquer le prélèvement ADN des parentèles, nous, on a tout intérêt quand même à prendre en charge les familles assez rapidement. Allez, on va passer par là. Au domicile des victimes du crash, les gendarmes collectent des objets appartenant aux disparus. Ils réalisent aussi des prélèvements de salive sur leurs parents ou leurs enfants pour en extraire de l'ADN. Des échantillons transférés au département d'analyse génétique de l'IRCGN, dirigé par Sylvain. Non mais après je les analyserai si je veux juste que c'est pertinent de les analyser. Ce commandant est un expert mondialement reconnu en biologie moléculaire. À 37 ans, il a déjà connu de nombreux théâtres d'opérations difficiles. Comme le crash de la Germanwings ou l'accident de car de Puisseguin qui a tué 43 personnes. Son obsession, ne pas contaminer les prélèvements. On s'équipe
de manière assez importante. Il faut bien se rendre compte que notre métier, c'est de rechercher des traces infimes d'ADN et que par conséquent, la moindre trace d'ADN qui pourrait provenir de l'environnement extérieur à l'échantillon qu'on a analysé est une source de contamination. Sylvain commence par l'analyse d'objets appartenant aux victimes du crash, comme ces rasoirs. Donc là, on annonce 2 rasoirs. Chaque année, ce laboratoire réalise plus de 120 000 analyses ADN. Mais pour Sylvain, le crash de l'Égyptaire est un cas particulièrement sensible. La prise en compte des familles, des victimes, elle commence ici. Si jamais, nous déjà, on ne donne pas les moyens de pouvoir identifier ces victimes-là, rien ne pourra être restitué aux familles. Si rien n'est restitué aux familles, elles ne pourront pas faire leur deuil. L'objectif, c'est de trouver une zone sur cet élément où il y a le plus de matériel biologique de la personne en question. Je vais réhumidifier légèrement mon écouvillon avec de l'eau stérile pour prélever le matériel biologique, si matériel biologique est là. S'il arrive à extraire un ADN de ce rasoir, il sera comparé avec ceux recueillis sur les restes des corps. Tout ce qui va être relevé sur le site de l'accident vont être des éléments de corps non identifiés. Et que le seul moyen de les identifier, c'est par le travail qu'on fait aujourd'hui, où on associe à un objet un nom, à des parents un enfant, et donc une identité. Les résultats des analyses sont attendus avec impatience par les familles des victimes. En banlieue parisienne, dans le crash, Julie et Aude ont perdu un frère, Quentin, et leur père, Pierre. Voilà, là on entre dans la maison familiale, la maison où on a passé plusieurs belles années en famille. C'est la photo de Quentin aux Philippines l'année dernière, donc elle est très récente. Très complices, Quentin et son père avaient prévu ce voyage en Égypte de longue date. Papa, il avait beaucoup d'humour, un petit côté aussi espiègle. Et beaucoup de chaleur humaine. Julie, Aude et Quentin sont des triplés. Un lien particulièrement fort les unit. Ils ont pris l'habitude de se parler presque chaque jour. J'ai reçu un texto 30 minutes avant qu'ils prennent le vol, en fait. J'ai reçu un texto de mon frère parce que je voulais prendre de ses nouvelles. Il m'avait répondu à ce moment-là en me disant « C'est génial, on part avec papa, il fait beau à Assouan, on est dans quelques heures en Égypte, enfin voilà, ça va être une belle aventure. » Pour commencer leur deuil, les deux sœurs espèrent un rapatriement rapide des corps. Mais elles vont devoir attendre bien plus longtemps que prévu. Les experts de l'IRCGN doivent faire face à une nouvelle situation de crise. Sur la départementale 160, près de La Roche-sur-Yon, un gigantesque carambolage vient de se produire. 31 voitures et 6 camions se sont percutés dans une terrible collision en chaîne. Le bilan est lourd, 5 morts et 8 blessés, dont un en état d'urgence absolue. Il y a des gens qui ont dû sortir de leur voiture précipitamment, qui ont dû paniquer, je suppose, et qui se sont fait percuter par d'autres véhicules. Devant l'ampleur du drame, un des plus meurtriers de l'année 2016, le ministère de l'Intérieur envoie sur place les meilleurs spécialistes du pays. Les gendarmes du département véhicule de l'IRCGN. Jérémy, capitaine, 37 ans, est l'expert en accidentologie le plus réputé du service. Il va devoir déterminer le scénario du drame. C'est une 2x2 voies, tout ce qui est de plus normal. Le seul point important, je dirais, c'est la présence d'un point d'eau juste à proximité du site de l'accident qui peut générer dans certaines conditions de température des phénomènes de nappe de brouillard. Mais jamais un facteur qui mène à l'accident, mais la conjonction de plusieurs facteurs. Plusieurs témoignages confirment un épais brouillard au moment de l'accident. Certains automobilistes auraient-ils commis des imprudences? Roulaient-ils en excès de vitesse? 24 heures après l'accident,
la circulation est toujours coupée. La scène du carambolage a été figée pour permettre aux enquêteurs de travailler. Une quarantaine de véhicules se sont télescopés dans les deux sens de circulation. Plusieurs poids lourds ont percuté de plein fouet des voitures qui avaient ralenti. Un peu à gauche. Encore un peu. Ouais. Jérémy relève les indices qui l'aideront à reconstituer la chronologie exacte des faits. On va prendre la trace là. Ça, c'est une trace de roulage. On va mesurer l'écartement de l'empreinte. L'interprétation de la trace va donner des indications en termes de comportement dynamique du véhicule. On continue ? Oui. Le procureur a ouvert une enquête préliminaire pour homicide involontaire. Jérémy doit aider à déterminer la responsabilité de chaque conducteur. Un challenge de taille, la scène de chaos s'étend sur plus de 250 mètres. Simplement en regardant la position finale des véhicules peut être trompeur. On ne sait pas où a lieu exactement la collision, il faudrait regarder toutes les traces, tous les débris laissés par les véhicules. C'est ça qui va nous donner la localisation la plus plausible de la collision. Un des éléments clés pour comprendre la chronologie du carambolage est de déterminer dans quel ordre se sont percutés les véhicules. Donc là, vous avez des traces exogènes avec des pots de matière de couleur rouge. Donc ça, c'est intéressant pour pouvoir relier ce véhicule à éventuellement cette Fiat 500. Si vous avez des traces noirâtres. L'approche matière consiste notamment à faire un prélèvement de ces traces exogènes et de pouvoir faire des comparaisons et voir si effectivement on a un transfert croisé entre les véhicules. En plus de leur constatation, pour reconstituer la scène de l'accident, les experts de l'IRCGN disposent d'une arme redoutable. Une technologie de pointe que seuls 2 services de gendarmerie possèdent en France. L'idée, ce serait de commencer à scanner en amont de ces traces. Cet objet est un scanner 3D. Une machine à 50 000 €. Tout ce qui se trouve dans son champ de vision va être numérisé en 3 dimensions, dans les moindres détails et au millimètre près. On pourra par exemple mesurer la distance qui sépare cette plaque d'immatriculation par rapport au véhicule auquel il appartenait. Les enquêteurs auront à disposition ce modèle 3D pour visualiser aussi longtemps qu'ils veulent la scène dans l'état où elle était au moment où on l'a prise en compte. Pour les enquêteurs, il y a une autre piste à ne pas négliger, les témoignages des victimes. Merci, au revoir. Alain, 68 ans, vient de signer sa déposition. C'est un miraculé, il était au cœur du carambolage. Vous étiez où, vous? Là. Je rentrais chez moi à Angers. J'avais passé le week-end à Talmont, là où on a la maison de famille. 2 jours après l'accident, Alain est toujours sous le choc. Pour la première fois, il retourne sur les lieux du drame. C'était peu après ce panneau-là. Bon, il doit y avoir quelques traces quand même. Voilà, bah, c'était là, oui. Mais ils ont fait le ménage, hein. Ce médecin à la retraite a souvent vu la mort en face. Mais il ne pourra jamais oublier la scène d'horreur qu'il a vécue ce matin-là. On n'a pas l'habitude de voir les gens dans cet état-là, couverts de sang, démembrés, dans des véhicules déchiquetés. De toute façon, autour de moi, dans un rayon de 10 mètres, il y avait 5 morts et une dame coincée sous une camionnette que j'étais bien sûr incapable de soulever. Le monsieur qui devait être son mari, je suppose, mais était mort à côté d'elle. La minute avant l'accident, Alain se la repasse en boucle. Il revoit encore ce mur de brouillard. Et surtout, certains automobilistes lancés à vive allure derrière lui. J'ai vu des feux stop qui s'allumaient devant, donc j'ai ralenti. Il y a des gens qui n'ont pas ralenti, qui se sont mis à doubler. Et moi, je me suis arrêté relativement facilement, puisque j'allais pas très vite et ça freinait bien. Puis il y a la voiture derrière qui m'a frotté l'aile. Bah, s'ils n'ont pas réussi à s'arrêter, c'est qu'ils devaient rouler vite, quoi. Pour déterminer si des conducteurs étaient en excès de vitesse, Alain, comme les enquêteurs, attendent beaucoup du travail des experts de l'IRCGN.
En Haute-Normandie, à Pont-Audemer, les gendarmes se préparent pour la plus importante opération de l'année. Frérot. T'as un message? Laurent, le chef de la cellule anti-cambriolage, met en place son opération. Demain, lui et ses hommes doivent interpeller des cambrioleurs en série qui écument la région. Et si vous voulez, ils sauvent à chaque fois lors des visites médicales, notamment. L'opération est d'autant plus délicate qu'un des cambrioleurs bien connu des services de police est prêt à tout pour échapper à la garde à vue. Il faut savoir qu'il a une particularité, c'est que dès qu'il est en cellule, il se fracasse la tête sur les murs et les mains aussi, juste pour pouvoir aller à l'hôpital et pouvoir se barrer. Donc logiquement, on va le laisser en garde H24. Pour neutraliser tout le réseau d'un seul coup, Laurent prévoit des interpellations sur 3 points en simultané. Le lendemain, 5 h du matin. Une quarantaine de gendarmes est mobilisée. Armes de poing, gilets pare-balles, casques lourds et vérins hydrauliques. C'est une unité de la gendarmerie spécialisée dans les interpellations risquées qui va intervenir. Si on fait appel à nous, c'est qu'il y a un minimum de danger quand même. C'est le chef de ce groupe d'élite qui va choisir le moment précis où seront déclenchées les arrestations. C'est en fait le directeur au personnel qui décide. Là, c'est parce que la personne est susceptible d'avoir des armes. Grande discrétion pour tous, qui ne nous filent pas entre les doigts. À votre disposition. Ok, on met le convoi en place tout de suite. Allez, c'est parti. Vous me laissez juste le temps de faire. Bien sûr, C'est bon ? Cette opération est le point d'orgue de 4 mois d'enquête pour Laurent et son équipe. À cause de la dangerosité des suspects, gendarmerie ! Lui et ses hommes attendent que le groupe d'intervention ait maîtrisé la cible avant de pénétrer dans l'appartement. Ouais, confirme. Tu m'annonces quand c'est sécurisé pour pouvoir venir avec les autorités. Les gendarmes ont interpellé l'individu recherché. Il est connu pour s'être évadé lors de précédentes arrestations. Les hommes du groupe d'intervention ne le quittent pas d'une semelle. Je sais très bien que c'est pas de rigolote. Là, j'ai pas envie de me faire péter quoi, j'ai pas envie de me faire niquer. Je me dis, je vais pas bouger, ça marche. Les gendarmes ne prennent aucun risque. Pour éviter que le suspect ne se blesse volontairement, afin de rendre son état incompatible avec la garde à vue, ils lui mettent un casque de boxe pour protéger sa tête. Allez, hop, au boulot. Laurent et les autres enquêteurs peuvent maintenant commencer la deuxième phase de l'opération. 3 tondeuses. La fouille de l'appartement. Donc, je vous explique, d'accord? Je vais prendre des objets, c'est pas la peine de me dire non, c'est à moi, c'est à ma mère, c'est au pape. Je vérifierai, si c'est pas volé, je vous les rendrai. On va éviter de perdre du temps, d'accord? Je vais déjà prendre l'ordi. Là, vous allez me dire, c'est à ma mère. Voilà. Vous recherchez quelque chose en particulier? Notamment console de jeu, ordinateur, télé, à l'intérieur de la maison, plaque de cuisson, matelas. Tout ce qui a été dérobé au cours de 15 cambriolages. Rapidement, les gendarmes trouvent de nombreux objets suspects. Dans le porte-monnaie aussi, il y a des bijoux. Et une petite quantité de cannabis. Ah, arme, ok. Dans les toilettes, ils font une découverte plus inquiétante. Un pistolet. Si vous me dites que c'est à vous, c'est pas à vous, c'est pas à vous. Il y a des cartouches. J'ai fait mener il y a 3 jours. Il y a des balles. Même pas là, le truc. C'est une vraie arme. Oui, c'est une vraie arme, je vous rassure. L'arme est une preuve supplémentaire. Mais Laurent est loin d'avoir trouvé la centaine de biens volés lors des cambriolages. Au fond du jardin, les enquêteurs découvrent des restes de voitures et des objets brûlés, comme ces poêles à pétrole. On les avait dans notre listing des objets volés. Ça, c'est pour se débarrasser. C'est des trucs qu'ils n'ont pas réussi à vendre. Une autre interpellation réalisée ce matin va donner un coup d'accélérateur à l'enquête. Celle d'un complice du suspect, dont l'appartement servait de lieu de stockage aux cambrioleurs présumés. Donc ce matin, on débarque chez lui. Il nous dit qu'il a beaucoup d'objets dérobés, qui lui ont été fournis par... et qu'il stocke pour lui ou qu'il tente de vendre. En fait, c'est la caverne d'Ali Baba de nos voleurs. C'est lui qui stocke tout chez lui. On a découvert des ordinateurs qui sont au bureau, on a découvert des vélos dérobés, téléviseurs, guitares, des broussailleurs,
Des billets de banque, donc de collection, des pièces de monnaie. Mais aussi des objets multimédia, plusieurs téléphones et des dizaines de bijoux. 3 bracelets en or, 2 cm de large tressés. Voilà une broche de couleur noire et or. Collier couleur or. Et un pendentif or avec un zirconium. Preuve supplémentaire, dans le téléphone du suspect, les photos de nombreux objets volés. Les enquêteurs vont auditionner celui qui pourrait être le chef de la bande. Les empreintes de ce jeune homme, que nous nommerons Cédric, ont été retrouvées sur plusieurs cambriolages. Ça, c'est les empreintes qu'on vous a relevées quand vous étiez en garde à vue. Vous voyez les petits ronds là? Mais comment vous pouvez comparer c'est ça en fait? Ah, vous voyez les petits ronds? Ouais. Ça, c'est des points de détail. T'as des dessins sur tes doigts. Ouais, bah ouais. Tu vois? Quand ça s'appelle un minutie, tu vois là. Un bout, t'as la crête, ouais. Bout de crête, c'est quand le trait s'arrête et qu'il reprend plus loin. Tu vois? C'est des bouts de crête. Personne qui peut avoir 2 fois, enfin, c'est juste pas possible. C'est difficilement contestable. C'est-à-dire? Et c'est unique. Ah oui. Ah oui. Face à ces preuves irréfutables, Cédric avoue immédiatement. Et il est très clair quant aux motivations qui le poussent à cambrioler. Moi, je préfère avoir de l'argent facile, comme je vous dis, avoir de l'argent tous les jours. Tous les jours, il y a de l'argent qui rentre. Que quand on travaille, c'est tous les mois. Et des fois, attendre à la fin du mois pour avoir le salaire et tu veux acheter un truc impérativement. Tu peux pas parce qu'il faut t'attendre ton salaire. Est-ce que vous vous souvenez là, de cette maison-là? Ouais. Ouais. En gros, on a dévalisé la maison, on a tout pris ce qu'il y avait dedans et j'ai fait 3 000 €. On a tout pris, télé, frigo américain, que de l'or, des armes. Ok. Les malfrats ont un rituel. Avant chaque cambriolage, ils boivent plusieurs bouteilles d'alcool. Donc ça monte bien et quand l'alcool est bien monté, on y va. En gros, on fout le bordel partout, on prend ce qu'on veut et après on se barre. On n'hésite pas, il y a quelqu'un, on lui rentre dedans. Cédric et ses complices n'hésitent pas non plus à mettre le feu à des objets, à arroser les pièces d'eau de Javel ou même à éventrer un mur. Et là, le trou dans le placo, là? Ils avaient qu'une masse. Parce qu'au début, on croyait qu'il y avait un coffre dans le mur. Parce qu'on frappait et ça nécro, ça fait la masse, bam, bam, et il y avait rien. Tu te rends compte du préjudice? Si Cédric a avoué les cambriolages, il affirme pour le moment avoir agi seul. Il tente de protéger son complice, l'autre suspect interpellé, que nous nommerons Sofiane, auquel les gendarmes avaient mis un casque pour éviter qu'il ne se blesse volontairement. Pour y voir clair, les enquêteurs organisent une confrontation. Au premier plan, Cédric, et de dos, Sofiane. C'est lui qui est interrogé en premier. Concernant le vol par effraction, commis le 20 janvier 2017, pouvez-vous nous exposer les circonstances dans lesquelles les faits ont été produits? On était deux, on était moi, on est parti péter le truc et tout. Sofiane reconnaît son implication. Mais pourtant, à la même question, Cédric affirme à nouveau ne pas avoir de complice. Persistez-vous à déclarer que monsieur ment quant à son implication dans les faits? Oui. Sofiane est épuisé par la garde à vue. Pour abréger les débats, situation inhabituelle, il va demander à Cédric de le dénoncer. En vrai, dis que c'est moi. J'ai juré, dis que c'est moi qui conduisais. Je lui dis juste quoi qu'ils disent la vérité, ça y est, c'est fini. Dans tous les cas, je vais au placard moi aussi. Tu vas pas me sauver, je te le dis. Non, en gros, je voulais pas le mettre dans la merde. J'ai voulu tout nier contre lui, en gros, qu'il ressort parce qu'il a sa fille et tout. Je voulais pas qu'il aille en prison. C'est un choc quand ton père est en prison. Ah oui. On était ensemble, mais en gros, dans la même galère. Ça fait, on a suivi un engrenage, puis cambrelage. Les deux hommes encourent jusqu'à 15 ans de prison et 150 000 € d'amende. Pour éviter qu'ils ne communiquent avant d'être présentés à un juge, ils vont passer la nuit dans des cellules séparées. En banlieue parisienne,
6 mois après le crash de l'Égyptaire qui a fait 66 victimes, Julie et Aude n'ont toujours pas récupéré les corps de leur frère Quentin, ni de leur père, Pierre. On s'était préparé psychologiquement à organiser des cérémonies, à enterrer nos proches. Et nous sommes toujours dans l'attente, très, très déçus et en colère parce que c'est totalement insupportable. Pourquoi est-ce qu'on nous refuse le droit d'enterrer nos proches? C'est dans le caveau familial, à côté de leur mère, que les deux sœurs aimeraient que Quentin et leur père reposent. Mais comme les autres familles de victimes, Aude et Julie sont prisonnières d'un bras de fer diplomatique qui bloque le rapatriement des corps. La probabilité qu'il s'agisse d'une attaque terroriste est beaucoup plus forte que celle d'un incident technique. Les autorités égyptiennes affirment qu'une attaque terroriste a causé le crash de l'Airbus. Les experts égyptiens auraient découvert des traces d'explosifs sur le reste des corps. Des déclarations qui laissent sceptique le colonel Touron, directeur de l'IRCGN. Lorsque l'autorité égyptienne dit avoir retrouvé des traces d'explosifs, ça a été une surprise pour nous. On ne peut même pas s'imaginer combien c'est des faibles quantités. Ça doit être de l'ordre d'une tête de cuillère à sel que vous mélangez dans une piscine olympique. Vous reprenez un dé à coudre de l'eau mélangée et vous allez chercher ici des traces de sel. Donc c'est vraiment des quantités mais infimes. Ça nécessitait une précision et un suivi de chaque échantillon que nous n'avons pas pu valider. La France refuse de confirmer les conclusions de l'Égypte. Le rapatriement des corps est reporté. Aude, Julie et les autres familles de victimes décident de contre-attaquer. Bonjour. Ce matin, elles organisent une manifestation devant l'ambassade égyptienne à Paris. On a une grande bâche qui est noire avec des corps dessinés en blanc. On a une banderole qu'il faudra porter. Aucune demande officielle n'a été déposée pour la manifestation. Sa réussite repose sur l'effet de surprise et un bon relais dans la presse. Solène est la sœur cadette de Julie et Aude. Aujourd'hui, elle veut faire entendre sa colère. Et on veut réclamer aux autorités une prise de conscience, qu'on n'est pas des pions, on est des êtres humains, qu'on a perdu nos proches et qu'on mérite qu'ils nous soient rendus pour pouvoir nous recueillir, pour pouvoir les enterrer décemment et avancer dans nos vies parce que c'est juste pas possible. Pourquoi l'Égypte veut-elle que la France reconnaisse une attaque terroriste sur l'Airbus? Peut-être pour protéger l'image de la compagnie aérienne nationale, qui pourrait être gravement mise en cause en cas d'accident. Bonjour. Il y a un responsable. Oui. C'est vous? Si vous voulez, c'est une opération un peu coup de poing. En fait, on est les familles des victimes du vol du crash égyptaire. Ah d'accord. Pour Julie, la manifestation est un succès. La présence de nombreux médias lui redonne espoir. Elle espère que cette importante couverture médiatique va faire plier l'Égypte. On est solidaires, on est unis, on a cet espoir de pouvoir enterrer très vite, très prochainement, Quentin et papa. On en a besoin, c'est important. C'est fondamental pour vivre notre deuil. Et puis surtout, on avait besoin d'agir parce qu'on ne peut plus rester les bras croisés, c'est pas possible. 17 janvier 2017, aéroport Charles de Gaulle. Un A320 d'Égyptaire atterrit. À son bord, les cercueils des victimes françaises. L'Égypte a enfin accepté de restituer les corps. Aude, Julie et toute leur famille peuvent enfin se recueillir. Mais une question reste sans réponse. On espère que l'enquête va bientôt mettre à jour les raisons du crash. On fait confiance aux gendarmes de l'IRCGN, on fait confiance à la justice pour mener à bien tout ce travail. Les corps des victimes sont transférés à l'IRCGN dans le laboratoire de médecine légale.
C'est ici que les gendarmes vont faire à nouveau les tests ADN pour confirmer définitivement l'identité des victimes. C'est un problème de confiance finalement entre les familles et le travail qui avait été fait d'identification. Pouvoir garantir aux familles qu'on leur rendait bien leur corps, voilà, c'était le travail qui nous a été demandé par les magistrats. Deux jours après les analyses, Aude et Julie récupèrent enfin les corps de leur père et de leur frère. Dans la maison familiale, elles peuvent enfin veiller Pierre et Quentin en attendant l'inhumation. Là, il faut accepter d'utiliser le terme mort. La mort, c'est pas évident à accepter finalement. Mais voilà, c'est un soulagement de les avoir à la maison. Et puis voilà, ils vont enfin pouvoir être inhumés dignement et puis ils rejoignent notre maman. Donc c'est une bonne chose. On peut monter. La France et l'Égypte ne sont toujours pas d'accord sur la cause officielle du crash. D'après nos informations, aucun élément ne permet d'accréditer la thèse terroriste. Pontoise, à l'IRCGN. Jérémy continue son enquête sur l'accident qui a fait 5 morts en Vendée. Grâce au scanner 3D, il peut réexaminer la scène sous tous les angles. Chaque débris, chaque trace de freinage sont numérisés. Contrairement à une simple photo, le scanner 3D permet également de réaliser des mesures. Des mesures capitales pour déterminer la vitesse des véhicules. Je peux faire une mesure de l'empattement à gauche, donc c'est la distance entre les deux roues. Ici, j'ai 2,35 mètres. Donc cette mesure, en fait, après, je peux, en la comparant à des crash tests, retrouver l'énergie de déformation et faire un calcul de vitesse. Notamment déterminer à quelle vitesse ce véhicule a percuté un autre véhicule. Dans le garage de l'Institut, Jérémy conserve plusieurs véhicules impliqués dans d'autres accidents. Des véhicules qui peuvent aider, par comparaison, à comprendre ce qui s'est passé en Vendée. Ce véhicule a percuté, a priori, une glissière et un piéton. On a les membres inférieurs du piéton qui viennent en contact avec le pare-choc du véhicule. Ensuite, vous avez le bassin qui vient percuter la partie inférieure du capot. Et enfin, un impact au niveau de la tête qu'on retrouve au niveau du pare-brise. Donc souvent, ça se matérialise par une déformation du pare-brise en forme d'étoile. Il faudra encore plusieurs mois pour connaître les causes exactes du carambolage. Selon nos informations, plusieurs conducteurs auraient été en excès de vitesse au moment de l'accident et pourraient être mis en examen. En Haute-Normandie, dans la salle d'attente de la gendarmerie, des victimes de cambriolage font le pied de grue. Tous les gens qui sont là, c'est pour identifier des objets? Oui, c'est ça. Ouais, donc il y a monsieur. Ouais, je crois. C'est la caméra, vous? Oui. Là, le but, c'est tout ce qui est identifié à 100%, c'est de le restituer dès maintenant. Donc on a l'accord du magistrat pour ça. Donc nous, ça nous évite de garder des scellés, parce qu'on en a plus de 200 quoi, quand même. Donc voilà, tout ce qu'on peut rendre, on va essayer de le rendre le plus rapidement possible. Faut que j'aille chercher un camion ou ça va aller? Le préjudice des cambriolages avoisinerait les 35 000 €. Pour les gendarmes, le moment de la restitution des objets aux victimes est l'acte final de leur enquête. C'est vrai que c'est toujours une satisfaction, ouais. Est-ce que vous avez eu des bijoux de volés? Oui. Oui? Le vélo là-bas, c'est le mien. Alors, on va procéder par ordre. Ça, c'est à Pauline. C'est ce que Pauline avait fait à sa grand-mère. Ouais. Ça, c'était à ma maman.
Ma mère et ma grand-mère. C'est des bijoux de famille de mes parents qui sont disparus. Donc, c'est un peu d'émotion. Pour Philippe, le traumatisme du cambriolage est encore bien présent. On est beaucoup plus vigilant, même si ça sert pas à grand-chose, mais... vigilant et méfiant. On se méfie de tout le monde, on a peur de tout. Voilà. Ça, c'est les chaussures. Allez, c'est Apolline, ça. Pour tous les membres de cette famille, le cambriolage de leur maison est une épreuve qu'ils n'ont toujours pas digérée. Notamment Pauline, la fille de Philippe. J'espère juste qu'ils vont me payer pour ce qu'ils ont fait. Les cambrioleurs présumés ont été placés en détention provisoire dans l'attente de leur jugement. Les gendarmes de Pont-Audemer sont eux déjà sur la piste d'une autre équipe de malfaiteurs.